La charge mentale des communicants. En voilà un sujet qui est plutôt grave, que nous n'avons jamais traité dans le décodeur de la com. Et justement à cet effet, je remercie God Mangui, qui est responsable de la communication de la communauté de Brocéliande en Bretagne, et Reynald Thuillet, qui est le responsable de la communication de la ville d'Arrache-la-Frasse dans les Alpes. En effet, ces deux excellents communicants travaillent tout seuls, c'est-à-dire qu'ils ont une équipe qui est réduite à eux-mêmes. Cela signifie, vous l'avez bien compris, beaucoup de pression, un peu de couteau suisse. Mais cela veut dire aussi que certains de leurs collègues qui sont exactement dans la même situation, que ce soit dans le privé ou dans le public, ont parfois, disons les choses très clairement, une énorme charge mentale qui peut malheureusement se transformer en burn-out. Alors God et Reynald vont vous donner d'excellents conseils, et je vais vous l'avouer, moi qui ai subi un tout petit peu de harcèlement dans ma carrière avant de devenir patron et d'avoir, je l'avoue, beaucoup de caractère, eh bien, je vais vous l'avouer, je me suis un petit peu énervé dans cet épisode, surtout pas contre God, ni Reynald. Mais en fait, comprenez bien, chères auditrices et auditeurs, qu'être jeune ou moins jeune, que notre métier est fondamental. On fait le plus beau métier du monde, mais ce n'est pas une raison pour se laisser emmerder par qui que ce soit, n'est-ce pas? Donc, je vous souhaite une excellente écoute, en compagnie de God Mangui et de Reynald Thuillet. Et quant à moi, je suis toujours Laurent François, et je remercie Capcom, sans lesquels cet épisode n'aurait pas pu être enregistré, puisqu'il a été mis en boîte en décembre dernier, lors du 36e forum à Lille. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Chères auditrices, chers auditeurs, nous sommes toujours à Lille, nous sommes toujours le 11 décembre 2024 et je suis en train d'enregistrer avec vous un épisode extrêmement important sur la charge mentale du communicant. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir God Mangui, chargé de communication à Brocéliande Communauté. Salut God et bienvenue dans le décodeur de la com. Bonjour. Et l'abominable homme des neiges, à savoir monsieur Reynald Thuillet, responsable de la communication d'Arrache-la-Frasse, de l'autre côté de la France, puisque nous étions tout près de Rennes, God, Oui. magnifique ville. Eh bien, Reynald est de l'autre côté, il est dans les Alpes. Salut Reynald, malgré tout. Oui, bonsoir. Alors, on va parler d'un sujet qui n'est pas si drôle que ça, parce que la charge mentale d'un communicant, elle est énorme, d'une manière générale, dans une grande ou une petite structure, mais dans une structure à taille humaine, on va dire les choses très clairement, parfois ça peut être un petit peu compliqué. Reynald, tu es seul à diriger la communication Oui. à Arrache-la-Frasse. Et toi, God? Moi aussi, je suis toute seule, oui. Mais je suis, moi, dans une communauté de communes, donc un EPCI. Donc un EPCI. Donc vous êtes tous les deux seuls à la communication. Ce sont beaucoup de responsabilités. Ça ne doit pas être si simple. Il doit y avoir beaucoup de polyvalence, beaucoup de multitâchisme. Ça ne doit pas être évident. Est-ce que vous avez eu vent de beaucoup de communicants qui ont cette charge mentale et qui vous en parlent en vous disant « Je suis épuisé, God » ou « Je suis épuisé, Reynald, j'en peux plus ». C'est vrai que tous les ans, au forum, on rencontre énormément de collègues, de petites collectivités. Et cette année, on a abordé ce sujet parce qu'effectivement, tous les ans, on a des cas particuliers, des gens qui s'expriment à ce sujet, et on le ressent aussi quand on discute, qu'effectivement, il y a ce forme de mal-être qui peut apparaître chez pas mal de collègues concernant la charge mentale et tout ce qu'ils doivent gérer dans leur collectivité au niveau de la communication. C'est vrai que dans les structures comme les nôtres, on est tout seul, on est amené à gérer un peu tout, tous les supports, le numérique, les magazines, l'événementiel, les relations presse, et du coup, il y a toute une forme quand même de pression. Les métiers de la com sont soumis quand même à beaucoup de réactivité, avec la relation aussi avec les élus, avec les administrés, la complexité, en tout cas le nombre important de tâches, et tout ça, ça favorise effectivement une charge mentale un peu trop lourde. Ajoute à cela la vie privée qu'il faut gérer avec ses hauts et ses bas, et quelquefois on peut se retrouver avec des personnes en difficulté psychologiquement. Et donc tout ça, en fait, l'impact de la charge mentale, c'est du stress, des erreurs, un épuisement, et c'est un cercle vicieux. Donc nous, l'idée, c'était de proposer quelques pistes pour essayer d'alléger la charge mentale.
Je vous remercie parce que ce que vous êtes en train de me décrire, c'est un petit peu l'hamster dans sa roue. S'il y a des jeunes qui nous écoutent, ils vont se dire, je vais devenir taré, je vais faire une descente d'organes. Mais non. Hein, à travailler dans la communication publique ou dans la com tout court, après tout, parce que le service communication à taille humaine. Fuyez, pauvre fou. Exactement. Non mais, trêve de plaisanterie, il faut aussi rappeler que notre métier est soumis à responsabilité, donc à pression. Comme tu le disais très très justement, God, il y a aussi ce côté travail avec les élus, travail avec les usagers, l'environnement dans lequel on est, et tu ne vas pas dire le contraire, Reynald. Je peux comprendre qu'il y a un mal-être dont vous avez parlé. Je crois que c'est la première fois d'ailleurs qu'on aborde le sujet dans le décodeur, donc merci à vous d'oser parler. Qu'est-ce que vous avez identifié comme signe avant-coureur, par exemple? Si vous nous donnez des exemples, parce qu'il y en a peut-être certains, malheureusement, qui vont se reconnaître. Je commence par toi, God. Qu'est-ce qu'il y aurait? Alors, en matière de signes émotionnels, ce qu'on a pu remarquer, puis on a fait aussi des petites recherches pour préparer les échanges. Il y a l'irritabilité et l'impatience, et que ce soit dans la sphère professionnelle ou la sphère privée, puisque ce sont des vases communicants. Donc voilà. Le sentiment d'être débordé, l'anxiété constante, des périodes parfois de tristesse, et puis un peu un sentiment de culpabilité quand on n'arrive pas à faire face en fait à sa charge de travail. Il y a d'autres symptômes, entre guillemets, qui peuvent apparaître et qui vont être plutôt de l'ordre de la concentration, de la mémoire. Il va y avoir des perturbations de ce côté-là. En fait, tout le cerveau va se mettre un petit peu, j'ai envie de dire, en système d'alerte, et tous les clignotants vont s'allumer, et on va se retrouver avec un état d'esprit qui va devenir très chargé émotionnellement, très chargé sur plein de domaines, et qui va à un moment se saturer et ne plus réussir à fonctionner correctement. Vous êtes en train de me décrire ni plus ni moins que des signes de burn-out. Ah oui, tout à fait. On est sur la charge mentale, si elle n'est pas gérée correctement, ou si elle est même surchargée, j'ai envie de dire, si elle est beaucoup plus forte qu'elle ne devrait être. Elle peut déboucher effectivement sur ce genre de pathologie. Non mais, God, le métier de la com rend fou? Je dirais pas que ça rend fou, parce qu'en même temps, c'est franchement... Tu me connais. Il suffit de me regarder pour se rendre compte qu'on devient un peu taré. Non, je suis pas d'accord. Puis on va pas faire peur aux jeunes chargés de communication. Donc, mais en tout cas, on apprend à gérer le stress. Je dois dire qu'aussi, peut-être avec l'expérience, parce que je crois que nous deux, on a maintenant un peu de recul et un peu d'expérience, on apprend à gérer ça et à savoir dire non. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chaque année, de savoir, d'apprendre à dire non et d'apprendre à dire stop. Ça vient au fur et à mesure. Poser des limites et savoir effectivement se connaître suffisamment pour se dire attention, là j'ai atteint un point important. Alors autant savoir dire non, je sais que c'est pas facile, moi ça n'a jamais été compliqué. Depuis que je suis stagiaire, j'ai toujours dit non aux gens. Je me fais donc pas de café, pas de photocopie, j'ai toujours été très chiant et je l'assume totalement, en vous remerciant. Mais savoir dire stop, c'est une autre paire de manches. Et tu viens de le dire, Reynald, quand on commence à ressentir qu'on atteint les limites, comment on fait, God, pour savoir dire, en fait, j'ai atteint mes limites, je dis stop et non pas non. Non, mais je crois que déjà c'est de savoir le dire, en fait. Dans les échanges qu'on a eus, finalement les gens gardent parfois ça pour eux et du coup s'enferment dans ce stress-là. Donc déjà d'oser en parler à son entourage professionnel, à son entourage personnel, et dire là je ne peux plus. Ce qui est quand même mis en avant, je pense, dans le fait de cette charge mentale, c'est parfois une inadéquation entre les objectifs qui sont fixés par les élus, par la direction, et les moyens financiers, humains, matériels qui sont mis en face. Ça veut dire qu'on te demande de gravir l'Everest alors que tu es globalement en marinière et en short? Oui, c'est faire toujours plus avec moins, ou en tout cas à niveau constant. Mais c'est ce qu'on appelle de l'éco-responsabilité dans la communication. Enfin, sobriété éditoriale, la connerie que tout le monde essaie de nous sortir en 2024 et qui va tous nous tuer en 2025, 26, 27 jusqu'à ce que nos gosses aillent dans la com. Je suis à peine en train de rire, mais malheureusement, ce que vous êtes toujours en train de me décrire, c'est des gens qui sont en train de péter un câble. C'est-à-dire qu'on te demande de faire des trucs absolument incroyables, t'as pas une thune, t'as pas l'équipe, t'as pas 4 bras, tu as une vie, comme tu le dis très justement, Reynald. À un moment, ça joue sur notre vie perso, mais
À un moment, il faut savoir dire justement stop. Tu disais qu'il fallait le verbaliser, mais qu'est-ce qu'on dit très concrètement? Est-ce qu'il y a des gens qui vous en ont parlé en disant un jour je suis allé voir mon patron, l'élu ou je sais pas le DIRCAB en disant ou la DGS en disant en fait je vais faire un burn-out? On a eu quelqu'un ce matin dans les échanges. Oui, tout à fait. Ouais. Et il y a une personne qui a dit qu'effectivement, elle est allée voir directement son supérieur et elle a dit si ça continuait comme c'était actuellement, elle s'arrêtait et voilà. En fait, elle a été arrêtée et quand elle est revenue pendant 8 jours, elle a mis un panneau sur sa porte en disant le service communication est au bout du roule. Et donc, du coup, elle a fermé son bureau une semaine, elle a remis tout à plat et elle a, pour repartir après sur des bonnes bases, quoi. Mais oui, on a eu l'année dernière, alors c'était pas tout à fait la même chose, mais une personne qui avait, je la recite toujours parce que je trouvais qu'il fallait beaucoup de courage pour faire ça. Elle cumulait plein de missions, dont sa mission de communication, mais elle avait pas de moyens en face. Et donc, pendant plusieurs semaines, elle a fait grève de ses missions de communication pour faire réagir les élus et débloquer des moyens. Mon Dieu, une cégétiste. Pardon, encore une fois, je vais certainement me répéter beaucoup de fois dans cet épisode et je vous remercie d'aborder ce sujet qui n'a jamais été abordé dans le décodeur de la com en plus de 200 épisodes. Mais est-ce qu'il y a un moment où ces gens qui ne font qu'accumuler, qu'emmagasiner le stress, la pression, les non-moyens, l'Everest à gravir en tongs, mais ces gens à un moment, avec un peu de courage, vont dire « Eh oh, ça suffit là, non ?» Alors après, nous, à travers nos échanges et à travers les collègues qu'on côtoie à cette occasion, lors du tapis ou même lors de nos différentes formations ou rencontres, je pense qu'il faut tenir compte, il y a aussi un aspect de personnalité qui est important. Et donc, en fait, il va y avoir des gens qui vont avoir cette faculté à se défendre très facilement ou à faire part de leur mal-être et d'autres qui vont au contraire rester dans le silence. Et c'est à ces gens-là aussi qu'on souhaite parler parce que on veut leur donner, de par nos échanges, on veut leur donner un peu de force en gros pour qu'ils arrivent à justement trouver le moment de dire ça va pas. Alors ça peut être à leurs élus, ça peut être à leurs managers. Et dans les outils aussi qu'on donne et qu'on transmet, il y a aussi des outils qui font la belle part à l'organisation parce que on peut être aussi face à des gens qui sont pas forcément bien organisés, qui priorisent pas forcément bien et qui se mettent en difficulté aussi des fois eux-mêmes. Mais je leur jette pas je leur jette pas la pierre parce que on est tous dans des contextes très différents, avec des personnalités toutes très différentes et on peut pas juger. On n'est pas là pour juger quoi qu'il en soit. L'idée, c'était quand même là de dire il faut apprendre à se connaître et savoir comment on travaille et tenter d'organiser son temps de travail pour abaisser ce niveau de charge mentale. Est-ce que je suis plus efficace le matin ou l'après-midi? Et donc, dans ce cas, si je suis plus efficace le matin, je me concentre sur les tâches qui me paraissent le plus difficiles à ce moment-là. Et je garde l'après-midi pour fixer des rendez-vous, pour échanger avec les autres collègues. Voilà. Ça fait partie des options. Est-ce que je commence ma journée par ce qui est le plus difficile ou je préfère commencer par ce qui est le plus facile? Je regroupe aussi les tâches, le même type de tâches, je les fais en même temps. Je fais toutes mes demandes de devis en même temps parce que comme ça, c'est fait d'un coup. Je suis dans ce rythme-là et j'écoule toute cette partie-là d'un seul coup. C'était l'idée qu'un travail fait en une fois, c'est plus rapide que si on fait le même travail en plusieurs fois, qu'on est interrompu. Donc tout ça, ça nécessite la mise en place, d'un emploi du temps, de procédures peut-être avec les autres services pour essayer de cadrer. C'est de l'organisation du travail. Ouais. Mais c'est aussi de la gestion du planning des autres, quelque part, qui t'appellent toujours à la dernière minute ou qui rentrent dans ton bureau comme si c'était quelque part soit le bureau des blagues avec moi ou avec Rénal, soit le bureau des pleurs avec d'autres personnes ou voilà. Et en fait, faire comprendre aux gens que notre métier est un vrai métier et qu'on ne fait pas que des belles affiches vite faites et petites. Pardon, j'avais oublié ça. Ou une petite vidéo rapide. Ah, t'inquiète pas, c'est pas grand-chose. Enfin, en fait, tu n'en sais rien, Jean-Étienne. Tu es comptable. Mais très sincèrement, vous êtes en train de me décrire la vie d'un petit entrepreneur, d'un entrepreneur de TPE que je suis. Ça y ressemble très fortement. Je l'avais jamais vu sous cet angle. Je sais pas tout. Oui. Je l'avais jamais vu comme ça. Je sais pas toi, mais. Je sais pas. Je connais pas ta vie.
Et nous, on s'occupe que des communicants, tu vois. Mais après, c'est tout à fait possible. Mais après, je pense que ça concerne beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Et pas que des communicants, d'ailleurs. Et pas que des communicants. Pas que des communicants, non. Après, nous, on aborde ça parce qu'effectivement, nous, c'est notre métier et on aborde ça avec les spécificités qu'on a, avec les relations avec les élus, les éventuelles communications de crise à gérer ou d'urgence, ce genre de choses. Après, j'ai envie de dire, je pense qu'effectivement c'est un peu le mal-être du 21e siècle. Moi, j'ai l'impression, on voit ça de plus en plus. Est-ce qu'il y a des problèmes de management? Alors, on en a un peu abordé quand on a fait le tapis, parce qu'effectivement la question se pose de se dire aussi la charge mentale, gérer la nôtre, c'est bien, mais on n'est pas là pour gérer la charge mentale des autres. Donc, il faudrait pas non plus que la pression du manager redescende sur le petit communicant qui en a déjà ras la casquette. Être, en somme, entre le marteau et l'enclume. Et toujours en prendre plein la tête, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Bon, alors excusez-moi, mais je vais faire un peu le Bernard Tapie, mais elles sont où les burnes? Non, sincèrement, je pose la question. Je suis pas en train de vous dire que les gens qui souffrent de ça, et j'ai la plus grande des compassions à leur égard, hein, que ce soit très très clair. Mais il y a un moment, dans la vie, on n'est pas là pour se laisser emmerder uniquement. On se fait emmerder, mais c'est pas parce qu'il y a un élu, monsieur ou madame machin, mouche-boum, qui va nous saouler, ou que t'as la DGS qui va te casser les pieds en disant fais-moi vite ton affiche ou ta vidéo, blablabla. Où est le courage? Parce que finalement, c'est que ça le principe de la vie, c'est avoir du courage ou ne pas en avoir. Quelles sont les autres solutions? Je suis désolé, je suis un peu brutal, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec ça. Je dois le reconnaître. Le côté entrepreneurial, le côté mec qui aime que ça aille vite et il faut qu'on fasse comme je l'ai dit, ça fait un peu sergent connard. Je l'assume totalement chez Maverick, et c'est pas pour rien que ma boîte s'appelle Maverick, je n'en fais qu'à ma tête. Et j'ai une super équipe, et je les salue, mais sincèrement, il est où le courage? Parce que est-ce que c'est pas ça finalement la meilleure des solutions? C'est je prends mon courage demain. J'ose en parler, tu le disais God. Reynald, tu disais à un moment je vais pas prendre la pression de Jean-Étienne qui me fatigue, parce que Jean-Étienne il a peut-être sa vie puis moi aussi j'ai la mienne. Mais est-ce que le vrai truc c'est pas avoir du courage en disant stop, en disant non, en disant je fais ce que je veux, ou en étant encore plus fou en faisant la grève de la com? Je fais ce que je veux. Non, je crois pas, parce que ce sont malgré tout les élus qui décident dans les collectivités. Donc on doit aussi répondre à une demande. Donc je fais ce que je veux. Non. Et savoir dire non, non, c'est surtout savoir mettre en face. Voilà, j'ai tel moyen. Si vous me donnez pas plus, ou si vous ne me donnez pas tel outil, je ne suis pas en mesure de répondre à tel objectif. Je pourrais peut-être atteindre ça, mais pas l'objectif que vous me demandez. C'est pas possible parce que je n'ai pas les moyens humains ou financiers ou que sais-je pour cela. Mais c'est un premier acte de courage, d'oser dire la vérité. Oui. Non mais, excusez-moi, mais encore une fois, moi j'ai eu des patrons. Hein. J'ai eu des patrons pendant 11 ans. J'ai toujours été du côté des patrons, je l'avoue. Et 15 ans après, je le suis devenu. Mais je vous la fais très très courte. Quand j'avais un truc à dire à mon boss, je le disais, je prenais pas de gants. Je m'en foutais. Parce que j'avais pas peur de perdre mon emploi, j'avais pas de personne de petite taille, j'avais pas tout ça, mais très objectivement, encore une fois, chers amis communicants, que vous soyez dans le public ou dans le privé, excusez-moi, je suis un peu outré par tout ce que vous êtes en train de me dire, parce que quand je vois des gens souffrir alors qu'on fait le plus beau métier du monde, mais j'ai envie de foutre des claques à tous ces gens qui emmerdent les communicants, qu'ils soient dans une collectivité à taille humaine, pour pas dire petite, ou autre. Je trouve ça hallucinant, pardonnez-moi, ça doit être mon coup de gueule, c'est la fatigue, hein, excusez-moi, c'est tombé sur vous, mais très sincèrement, respectez-vous. Mais après la question de courage, comme on disait tout à l'heure, il y a une question de personnalité, mais le gros problème, un des gros biais liés à la charge mentale, c'est quand même après la perte de confiance. On en a parlé un peu dans les signes, une perte de confiance. Donc, et après, derrière, ça amène, à mon avis, à une forme de peur. Les gens arrivent sur des systèmes un peu dépressifs au niveau mental et psychologique. Et en fait, c'est des gens qui vont plus avoir la faculté de se rebeller, même pas. C'est pas une question de courage. C'est-à-dire que je pense qu'à mon avis, là, c'est des gens qui sont malades, j'ai presque envie de dire. Mais là, on est sur des charges mentales qui sont déjà très élevées. Mais c'est le début. Et on peut tomber très vite dans des biais comme ça, des biais cognitifs ou comportementaux qui amènent justement à pas se comporter comme on devrait le faire en fait. Et ce qu'on disait ce matin au tapis de parole aux participants, c'est n'oubliez pas qu'on est entre adultes, on se parle entre adultes et on n'a pas besoin d'être infantilisé.
Dire stop aussi, on l'a dit ce matin au tapis parlant, en tout cas c'est un participant qui l'a dit, c'est parfois savoir partir. En effet, si on n'est pas respecté, si on n'est pas reconnu dans sa fonction, il y a d'autres collectivités qui parce qu'il faut pas se mentir, il y a aussi des collectivités qui reconnaissent le travail du communicant, qui leur donnent les moyens, et donc à un moment, il faut savoir dire stop et puis partir pour retrouver un environnement de travail plus serein. Ce n'est pas être lâche, on est bien d'accord. Ah non, ce n'est pas. Alors, on l'a bien souligné que ce n'était pas une fuite, ce n'était pas être lâche. Mais après, on a une valeur professionnelle, on a une valeur humaine, et il faut aller dans des endroits où on reconnaît cette valeur. Je comprends parfaitement que si à un moment tu te sens pas bien dans une boîte, ça m'est arrivé. Hein. Moi, j'ai développé de l'eczéma. Hein. Je vous parle de choses très personnelles, mais j'ai développé de l'eczéma à cause d'un connard de patron qui ne disait pas bonjour. Et un jour, une de mes collègues me dit, mais il dit pas bonjour ce con. Je dis non. Bizarrement, j'avais des plaques. J'ai quitté cette entreprise. Ça a été très long. J'ai mis 2 ans à pouvoir quitter cette boîte. Et très honnêtement, mon départ a été la plus belle chose de ma vie. Alors d'où quand même, à mon sens, ne pas attendre d'être au bout du rouleau. Partir, ça demande de l'énergie, ça demande de la confiance, parce qu'il va falloir se vendre ailleurs. Et donc si on est trop, alors je sais pas si c'est affaibli, en tout cas... Trop négatif, parce qu'après... Trop négatif, qu'on finit par avoir un regard trop négatif sur son travail, sur ses compétences, sur tout un tas de choses. On n'est plus non plus en capacité de se projeter ailleurs. Donc il faut savoir dire stop avant... Avant le burn-out. Avant le burn-out, mais même au-delà de ça, faut avoir... Quand on cherche du boulot, il faut quand même avoir confiance en soi. Faut avoir des ressources. Faut avoir des ressources, que exactement. Les gens qui ont une charge mentale n'ont pas forcément, parce qu'ils sont tellement préoccupés, ils ont tellement de choses dans la tête, qu'en fait, c'est typiquement le genre de personne avec qui on pourrait discuter et qui dirait « Ah, il faudrait que je parte ». Mais qu'en fait, le fait pas, parce qu'en fait, psychologiquement parlant, il y a tellement de choses à faire sur le boulot que il y a pas de place, il y a plus de place pour cette petite solution. Autre chose, ouais, pour cette solution. Il n'y a plus la bande passante, il n'y a plus tant de cerveau disponible pour s'apercevoir qu'il est temps de partir ou se donner le courage ou la force. Qu'il est temps, je pense, oui, mais se donner la force, et puis ça demande de l'énergie de chercher ailleurs, donc effectivement, ça peut être compliqué. Oui, et puis il y a la contrainte financière aussi, ne l'oublions jamais. Non. Oui, c'est ce qu'on expliquait, c'est que chaque cas est particulier et qu'effectivement, chacun a sa propre vie privée, familiale, ses propres contraintes, et que c'est pas forcément facile de claquer des doigts en disant je vais faire ci, etc., tout ça, et que je pense qu'il y a aussi des gens qui restent aussi parce qu'ils se disent ma famille a besoin que j'ai ce salaire ou ce genre de choses. Et puis la peur de l'inconnu. Après, c'est vrai ce qu'on a souligné ce matin, d'avoir par moment une charge mentale un peu augmentée, c'est normal. Ce qui est compliqué, c'est quand c'est tout le temps. D'avoir des échéances, de se dire, au premier trimestre, je vais être chargé, je sais que ça va être un peu compliqué, ok, mais ça ne peut pas être tout le temps. Et d'où l'importance quand même de pouvoir se projeter à court terme, à moyen terme, à long terme, et donc de savoir que ce temps où c'est un peu le rythme est un peu soutenu, il aura une fin, ça va un peu baisser après. Alors donc les solutions, si j'ai bien compris, oui. Bien savoir s'organiser. Oui. Entre autres, c'est peut-être basique, mais ça commence par ça, par avoir quelque part des rituels, des habitudes qui rassurent quelque part et se dire, tiens, le matin, je fais les tâches où je dois réfléchir, l'après-midi, tu le disais, God, avec beaucoup de justesse, peut-être échanger avec les collègues, prendre du temps, ou peut-être limite... Oui, et puis éviter de se faire parasiter. D'où le savoir dire non. Voilà. Il y a quoi d'autre comme solution? Tu viens d'en donner une, God. On a parlé aussi après des solutions plus légères, plus pratiques, c'est-à-dire tout ce qui était les questions. Alors je sais pas si c'est méditation, cohérence cardiaque, des choses comme ça. À chacun de trouver l'outil pour s'aider. Et puis l'activité physique. Le midi, je prends un peu de temps, je vais marcher avec les collègues ou je vais marcher tout seul et puis je reviens, j'ai les idées plus claires. Je suis reposée, j'ai reposé mon cerveau, j'ai coupé. Donc il peut y avoir ces pistes-là. Et puis ne pas non plus aider à se faire, hésiter à se faire accompagner quand c'est nécessaire par un sophrologue, par je sais pas, de l'hypnose, un psy. Faut pas avoir peur parce que des fois ça va être un temps très court et puis ça va permettre de redescendre en pression. On a abordé également ce matin et on a rappelé aux gens que le code du travail prévoyait
un temps dévolu à la déconnexion numérique. Et la difficulté dans le métier dans lequel on est, et surtout quand on est seul ou en très petites unités, c'est que qui nous remplace quand on n'est pas là, pendant les temps de congé, les vacances, les week-ends, voilà. Donc après, on a abordé effectivement les soucis d'astreinte, ce genre de choses. Mais ce temps de déconnexion, s'il a été prévu, c'est pas pour rien. Il est carrément obligatoire, soyons clairs, net et précis. L'article L2242.8 du Code de travail. Alors écoute, je ne savais pas. Écoutez, je dis ça de mémoire. Félicitations, maître Thuillier. Bravo. Mais je milite contre les portables à double carte SIM qui fait qu'on reste joignable tout le temps. Dans la mesure du possible, après il y a des exceptions, son portable de travail, le soir, si on revient le lendemain, on le laisse au bureau. Et puis comme ça, on se retrouve, on coupe sa boîte. C'est pas toujours facile, mais il faut s'y astreindre. De toute façon, s'il y a vraiment une grosse urgence, on sait toujours où vous trouver, portable ou pas portable. Donc voilà. God, je te remercie de rappeler cette évidence. On sait toujours où vous trouver lorsque il y a le feu dans la maison. Et souvent, c'est vrai que pour faire bon élève, et je trouve que finalement, ce que vous êtes en train de décrire, au-delà de ces grandes difficultés, et j'ai encore une fois beaucoup de compassion pour ces gens qui ont été dans une situation où j'ai été moi-même avec ce patron, et puis c'est ça qui m'a fait dire à un moment, bon finalement, j'ai eu des super patrons dans la vie, dont chez Publicis, qui était une école très hardcore, mais très honnêtement, moi, j'aimais être patron, c'était ça mon kiff, et j'aime ça dans la vie, et je suis très à l'aise avec ça, mais j'ai souffert de patrons qui étaient pas très sympathiques. Mais la réalité du sport, c'est qu'il y a un moment où, en fait, c'est vous le boss de la com. Ça faut jamais l'oublier. Parce que si on fait appel à vos compétences, même si tout le monde sait faire de la communication, tout le monde sait écrire, tout le monde sait parler, tout le monde a Word, tout le monde sait écrire. Est-ce que tu écris PowerPoint. Quand on va, tout va bien à la cruche. Voilà. Ouais, c'est super, mon terme. Mais un de mes clients, Jean-François, que je salue, dit toujours, c'est pas parce que t'as Word et que tu sais écrire que tu vas écrire le prochain Goncourt. N'est-ce pas, Jean-Étienne, qui a la comptabilité? Ah oui, c'est vrai. Eh ben, dans la communication, c'est exactement pareil. C'est pas parce que tu as Canva que tu fais des photos avec ton téléphone et que tu as l'impression que tu assures comme une brute, ou que tu sais prendre des magnifiques vidéos, que tu sais faire des TikTok avec ton fils ou avec ta fille. Mais notre métier, c'est un vrai métier, comme le dit Fred Fougerat, que l'on salue. Et je cite encore Fred Fougerat, dans son dernier livre qui s'appelle « L'élégance n'est pas une option », il parle de managers toxiques. Est-ce que finalement, tous ces gens qui sont au bord du burn-out, de la faillite professionnelle, intellectuellement, physiquement et émotionnellement, est-ce qu'ils n'ont pas finalement tous des managers toxiques? Alors moi je crois pas à ça. Il y a effectivement des managers toxiques, mais il y a aussi des managers qui sont très bien, mais qui, comme le soulignait Reynald tout à l'heure, ne gèrent pas leur propre charge mentale et du coup la reportent sur les gens avec qui ils travaillent. Je t'arrête tout de suite, c'est ça un manager toxique. Un manager toxique, c'est pas quelqu'un qui va venir te dire tous les matins que tu es une merde. Ou qui va pas venir te serrer la main. Alors pour moi. Je le vois plutôt comme ça. Mais bon. T'en parleras avec Fred Fougerat, tu vas voir. Oui, écoute. Tu en parleras avec Frédéric. Frédéric, si tu nous entends, on t'aime. Mais non, je pense que justement, même les gens qui sont en train de faire déborder l'ultra personnel ou qui font déborder leur incompétence sur votre dos, et vous devez rattraper finalement la fameuse vidéo qu'il faut sortir dans 2 jours alors que c'est un boulot qui va demander 15 jours, en fait, eux aussi sont toxiques. Je suis désolé de dire ça. Pour ma part, je trouve ça un peu caricatural parce que effectivement, nous, on est dans des situations où on l'a dit, on manque de moyens, on manque de humains, financiers, peu importe. Mais on n'est pas les seuls dans les collectivités à être comme ça. Donc parfois, par des effets de vase communicants, on récupère la charge mentale des autres. Je trouve ça un peu dur de parler de managers toxiques dans ce cas-là, mais après, c'est une question de point de vue. Bien entendu, Reynald, tu avais quelque chose à dire. Oui, alors je suis en partie d'accord avec Gaude en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de managers toxiques qui savent pas qu'ils sont toxiques. Il y en a d'autres qui se complaisent à être toxiques. Donc après, ça dépend comment on fixe le curseur au niveau de la toxicité du manager. Mais il y a aussi, à mon sens, une partie des collègues communicants qui s'organisent peut-être pas forcément des fois très bien et qui savent pas forcément optimiser leur temps de travail, ce qui fait qu'on peut se retrouver avec un manager tout à fait pas toxique en fait, voilà, tout à fait normal et face peut-être à des agents qui sont peut-être pas forcément bien organisés
Et ça peut se rectifier, je pense, assez facilement. Là, on est dans le cas où l'agent, effectivement, doit gérer sa propre charge mentale sans en recevoir une par son manager. Et là, ça se règle peut-être plus facilement, ce genre de problème, je pense. Après, face à un manager toxique, là, je pense que c'est un peu plus difficile. Face à un manager toxique, il vaut mieux fuir. On en a parlé. Je pense que c'est pas la peine de perdre des plumes, de devenir complètement cinglé, de finir entre quatre planches. Ou lui casser des genoux ou ce genre de choses. Enfin bon, bref, on n'en parlera pas. Écoutez, le cassage de genoux, on y a droit. Le kneecapping, comme on disait en Irlande, c'était tout à fait toléré. Ben écoutez, moi je suis là pour le réintroduire en France. Hein. Voilà. Faut apprendre à relativiser, je pense quand même. Moi, j'adore mon métier. Ça fait maintenant 15 ans que je fais ça. Néanmoins, je considère que je ne sauve pas des vies. Alors, je fais ce que je peux. Alors, je te laisse terminer, oui. Oh, bah non. Non, je te laisse terminer, God, mais... Non, mais, enfin, il faut apprendre à relativiser. Alors, je suis désolé. Sachez que je suis en train de m'impatienter comme ça, là, en train de faire des moulinets tel un Patrick Hernandez ou un Patrick Juvet dans l'air. God, quand tu nous dis ça, on sauve pas des vies. Mais évidemment qu'on sauve pas des vies, putain, on n'est pas en train de trouver le vaccin contre le cancer. Mais ça, ce côté, je suis désolé, c'est pas une attaque perso en aucun cas. Non. Mais arrêtez d'être des gentils crétins et bénis, oui. Notre métier, s'il n'y a pas de communication dans une entreprise ou dans une organisation publique, petite, grande ou moyenne ou à taille humaine, en fait, il se passe rien. Donc on va arrêter d'être gentil en disant on sauve pas des vies, bordel de merde. Vous êtes en train de faire le plus beau métier du monde. Donc on arrête d'être toujours très humble. Et je le dis toujours, la modestie, Dieu m'en préserve. Donc vous l'avez compris, sincèrement, je plaisante évidemment, il faut pas essayer de devenir des espèces d'Alain Delon. Alain Delon est formidable en parlant de soi, mais tu vois, quand tu me dis on relativise, évidemment que je relativise. Quand tu vois, quand je fais des soirées, et j'en parle assez souvent ces derniers temps, de grands communicants où vous avez des gens qui ont l'impression d'être super importants, où vous avez limite la cour un peu comme Dark Vador avec ses sbires dans Star Wars. Je dis toujours à ces gens-là, mais c'est demain, tu gicles dès qu'il y a plus de thunes. Comment t'oses me parler comme ça? Ben oui, pauvre con, parce que je connais la vérité. Moi, je suis chef d'entreprise. Je sais ce que c'est. Et je remets souvent ces gens-là à leur place. Pour autant, l'humilité insupportable de on sauve pas des vies, eh ben non. Je vous donne cet exemple extrêmement concret. Il y a un jour, il y a un crétin chez Coca-Cola aux États-Unis, à Atlanta, qui dit pourquoi on dépense autant de thunes alors que nous sommes la marque la plus connue du monde. Donc, on va baisser le budget publicitaire. Selon vous, quand est-ce qu'on commençait à baisser les volumes de vente? 48 heures après. Donc, les métiers de la com, les métiers du marketing, public, privé, je m'en contrefiche. Je suis juste en train de remettre l'église au milieu du village, que ce soit à Arrache-la-Frasse ou dans la forêt de Brocéliande. Eh bien, je suis en train de vous dire tout simplement qu'on fait le plus beau métier du monde. Donc, on arrête de jouer les trop humbles. On a le droit d'être un peu pénible comme moi, je l'assume, mais sincèrement, on fait le plus beau métier du monde, ne vous laissez pas emmerder. Et puis, quand on a des gens formidables, comme Maud Mangui, ou comme l'abominable Rénal Le Thuillet. Merci. Mais il t'en prie. Mais sincèrement, les solutions que vous donnez, je les trouve vraiment très concrètes. Et je vous remercie encore une fois parce qu'il y en a certains qui vont, en m'entendant, ils vont dire mais qui c'est ce pauvre con qui se croit tout permis? Mais en fait, moi je me bats et j'adore ça. Et ça ne me pose aucun problème, la guerre. Mais je vous dis la vérité, ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Vous n'êtes pas moins bon et ne soyez pas aussi humble en disant on sauve pas des vies. Parce que c'est vrai qu'on sauve pas des vies. Je ne le dirai plus. Alors, tu me le copieras 50 fois avant que je ne parte, que je retourne à Paris. Non, trêve de plaisanterie, j'ai fait une tirade. T'as peut-être sauvé des vies pendant le Covid en communiquant. Mais tu te rends compte? Peut-être. Alors ça, j'en suis intimement convaincu. Vous avez sauvé des vies, vous les communicants des collectivités à taille humaine. Vous avez sauvé des vies justement en maintenant ce lien. Donc encore une fois, je suis sincèrement désolé, mais on n'est pas là pour être dans l'humilité absolue. Parce que finalement, c'est limite reconnaître que on peut être remplacé du jour au lendemain par Canva. Non, c'est pas ça. Mais c'est juste pour apprendre à mettre aussi un peu de distance face à cette charge de travail et à cette charge mentale. Quand tu te retrouves avec c'est une manière élu, un peu excessive voilà, de mettre à distance. Tu as le cas classique de l'élu qui vient te voir et qui te dit voilà, je veux que vous me fassiez ça, c'est hyper urgent et important. Et en fait, tu te rends compte en creusant, et c'est pour ça qu'elle disait qu'il faut prendre du recul. Nous, notre métier aussi, c'est de voir avec l'élu, de lui dire voilà, attendez, on va poser les choses clairement sur la table. Voilà. Alors vous voulez ça, vous me dites c'est ça, d'accord, sous quel délai, etc. D'accord. Donc en fait, c'est pas urgent et c'est pas si important que ça. Le classique retour de marché. Le marché le dimanche, et puis le lundi matin, on a des tas de choses urgentes et importantes à faire en communication.
Madame Michu, là, il y a une nid de poule dans sa rue, et là, il faut... Non mais vraiment, tu plaisantais pas Ah non, je plaisante pas du tout. Le retour de marché, c'est quelque chose. Ah oui, c'est une réalité, ouais. Bon, alors écoutez, vous avez vu comme je me suis énervé là. Je suis parti comme un cheval là. J'étais énervé quand tu parlais de ce c'était recul. beau. Oh, c'était beau. J'étais limite à me pleurer dessus. Hein. J'ai fait une descente d'organes en direct. Hein. Fort heureusement, vous n'avez pas été éclaboussé. Mais trêve de plaisanterie. Je comprends mieux ce que tu veux dire. Et tu as 100 fois raison, God. Il faut savoir prendre ce recul pour justement éviter de péter un câble, de devenir complètement cinglé. Et je ne savais pas cette histoire de retour de marché. Et tu le confirmes malheureusement, Reynald. Il y a Madame Michu qui est venue dire qu'il y avait ci, ça et ça. Donc il faut communiquer. Mais je vais employer un terme qui va peut-être vous rendre fou, mais en fait, les communicants des collectivités à taille humaine, vous êtes des super-héros. On est trop humble pour l'avouer. Bravo sincèrement d'avoir osé parler de ça, parce que je crois que finalement, dans notre société actuelle, et particulièrement dans les métiers du marketing et de la communication. Et là, je sors du public, de la sphère publique versus privée, ça n'est pas le débat. Mais on est un peu dans une société qui s'américanise de plus en plus. Avec ce côté, on doit être justement Superman, on doit être un super-héros et on doit tout déchirer, on est des top killers et ça va être super. Et avoir l'humilité, et là, quelque part, tu as encore raison, God, et encore une fois, il n'y avait aucune attaque personnelle à cet embrasement. C'est mon côté un peu breton, mais du côté de Rennes, vers 2h du matin, quand on est en train de fermer les bars de la rue de la Soif. Et sincèrement, on fait un métier qui est complexe, qui est noble, qui est le plus beau métier du monde. Et très honnêtement, je crois qu'il faut rappeler à nos jeunes qui veulent travailler dans la communication publique, non, vous n'allez pas être harcelé nécessairement par un élu qui vous dit c'est pour hier. Ce ne sera pas tout le temps pareil. Puis c'est vrai qu'il y a des périodes qui sont plus ou moins chargées. On est d'accord. Bon, c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait aussi le sel de notre métier. Complètement. Et quand on organise un événement, tous les deux qui êtes seuls dans vos bureaux, dans vos équipes, organiser un événement, puis sortir une affiche avant, puis ça, c'est quand même un sacré boulot. Et là, je dis bravo. Donc quelque part, un peu des super-héros. Votre humilité a parlé, contrairement à la mienne. Mais je tiens à vous remercier parce que vous êtes extrêmement courageux. Et je trouve très beau et très humain et très humaniste le fait que vous ayez donné la parole à toutes ces communicantes et ces communicants qui soient dans des structures plus ou moins grandes pour qu'ils puissent tout simplement parler. Parce que je crois que justement, si on communique pas dans la vie, on meurt. Voilà, il n'y a plus rien à dire. C'est bon, on s'arrête là-dessus, c'est parfait. Merci Laurent d'avoir participé à ce podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec ma nouvelle invitée, Evelyne Delia, qui me parlera de la météo. Oui, et puis sinon, vous pouvez contacter les pompes funèbres, si jamais vous avez envie de mourir. Bon, en tout cas, c'était parfait. Je suis désolé, j'ai beaucoup parlé, je me suis un peu énervé. Encore une fois, c'est pas du tout contre toi, God. Et c'est pas du tout contre... Je l'ai pas pris comme ça. Dans mon cœur te perdra. Mais très de plaisanterie, chers auditrices, auditeurs qui m'avaient entendu et où à un moment je disais mais il faut avoir un peu de courage et un peu de burn, comme je le dis souvent. Bah c'est vrai en fait. Et je vais vous donner un tips qui est vraiment un tips de mec vraiment pas humble. Après avoir souffert de ce mini harcèlement par ce patron, j'ai commencé par me dire tous les jours en me regardant dans la glace le matin, Laurent est vraiment un mec formidable. Sérieux, hein. J'ai fait du Alain Delon. Vous savez quoi? Au bout d'un an, j'y ai cru. Bon, je rigole évidemment. Je suis devenu manager toxique. Je suis devenu manager toxique, comme ça je pouvais écraser les gens. Non, sincèrement, c'était absolument passionnant. Vous revenez discuter alors d'autres sujets, hein, évidemment, parce qu'on va pas parler que de sujets où on est en train de faire une descente d'organes, hein, dans nos métiers de la communication. Mais God, tu reviens évidemment quand tu veux, surtout alors une femme du côté de Rennes, moi qui ai fait mes études, qui ai descendu la rue de la Soif en forme pas très olympique. Et puis évidemment, Reynald, tu sais que tu es chez toi. Ah bah oui, là maintenant, oui, avec le nombre de podcasts que j'ai fait, en plus, gratos. Hein. Il faudra quand même que tu penses un jour à me payer, s'il te plaît. C'est abominable. Écoutez, franchement, je crois qu'il est temps de rendre l'antenne. Toute la charge mentale que tu m'apportes, là. Oui, surtout les 6 €, mais j'ai pas les moyens. Ça fait passer avant. Bon sang, c'est ça les problèmes de petits patrons. Vous comprenez pourquoi j'ai autant la niaque, hein? Pourquoi je pars comme un cheval dans la pampa. Oh, c'est magnifique, ça me rappelle Arrache la phrase, ça me rappelle un peu Brocéliande, où il y a énormément de pampa. Bon, chers auditrices, chers auditeurs, vous avez entendu 2 épées, j'étais particulièrement énervé, je pense que c'est parce que c'est la fatigue que je me suis levé ce matin à 3 plombes du mat, que je suis allé Gare du Nord et que j'ai rencontré des mecs complètement foncedés à 6 heures du matin, donc je suis un peu fatigué, donc ne m'en voulez pas.
Je suis aussi comme ça, assez pénible dans l'ensemble, et Isabelle, la femme que j'aime, pourra en témoigner, ainsi qu'Alice, la personne de petite taille qui m'accompagne depuis bientôt 13 ans. Bref, vous mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify, vous abonnez évidemment au décodeur de la communication, c'est promis, je serai pas aussi énervé les autres jours, et sincèrement God, tu reviens évidemment quand tu le souhaites, tu es dans le décodeur chez toi, et j'aimerais énormément qu'on fasse un jour un décodeur en solo, que tu me dises tout ce que tu fais, parce que la communauté de communes de Brocéliande, c'est un petit peu moins de 20 000 habitants. Ça. Eh ben, c'est formidable. Et Reynald, je l'ai déjà dit, tu es chez toi, tu reviens quand tu veux. D'accord, ok, je vais me préparer une omelette là. Ciao, ciao.